Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques points importants si vous voulez dès à présent trouver un bien immobilier en dessous du prix du marché, un bien sous-valorisé. Avant d'attaquer le cœur du sujet de cette vidéo, tu as dans la description juste en dessous un lien vers une formation 100% offerte de plus de 2 heures dans laquelle je t'explique pas à pas comment trouver un bon bien immobilier, comment le négocier, comment se le faire financer. Et une fois que tu auras fait ton premier investissement immobilier, les éléments importants pour passer de 1 à 10 biens immobiliers. Donc c'est dans la description, c'est totalement offert. On passe plus de 2 heures ensemble, je t'invite à prendre des notes parce qu'il y a des conseils vraiment poussés et je te montre tout ça. On est sur mes écrans, mes outils et on avance pas à pas ensemble. Donc premier point de cette vidéo qui va être important si tu veux espérer réussir à acheter des biens immobiliers en dessous du prix du marché, ça va être de cibler prioritairement les biens avec des travaux. Aujourd'hui, quand tu vas chercher un bien avec des travaux, forcément, il y a un investissement nécessaire, supplémentaire à fournir pour pouvoir rendre le logement habitable. C'est mathématique, si aujourd'hui je rachète un appartement qui est prêt à être occupé, je signe l'acte de vente demain et dès demain je peux être dormir dans cet appartement par exemple, forcément le prix va être un peu plus élevé. Maintenant, si c'est un taudis, si c'est un plateau qu'on appelle en immobilier, qui a juste les arrivées et les évacuations, donc électricité, eau, forcément il y a du boulot. Donc si vous achetez demain, il va falloir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois faire des travaux pour rendre habitable. Donc aujourd'hui déjà, quand vous ciblez les biens avec des travaux, forcément le prix va être un peu plus bas. Maintenant, n'oubliez pas quand même que si vous achetez un appartement par exemple 100 000 € qui est habitable, cet appartement-là, si jamais vous achetez le même type de produit avec des travaux, il ne faut pas l'acheter 80 000 parce que les 20 000 € d'écart, en fait, c'est ce que vous allez remettre en travaux. Donc, in fine, vous allez juste vous faire chier pendant 3 mois ou 2 mois de travaux pour sortir le même prix d'opération. Donc, je vois beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont sur des biens nécessitant des gros travaux et qui me disent à la fin « Ouais, mais Mathéo, j'ai pas l'impression d'avoir fait une meilleure affaire que ça. » Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est qu'un bien qui nécessite par exemple 20 000 € de travaux, vous ne pouvez pas l'acheter 20 000 € de moins que ce que ça vaut fini sur le marché. Il va falloir l'acheter 35 000 € en dessous du prix du marché. Et vous allez me dire, mais pourquoi du coup on va réussir à obtenir ces 10-15 000 € de plus de négociation? Parce que le vendeur, tout simplement, lui, doit comprendre que vous allez devoir fournir du travail, que vous allez devoir y passer du temps, et que ça aussi, ça a un coût, ça a une valorisation. Je précise ça parce que vous allez voir beaucoup de biens immobiliers légèrement en dessous du prix du marché, mais qui, au final, la différence de prix par rapport à un bien fini, un bien qui est dans un état neuf, la différence de prix correspond souvent juste au montant des travaux. Donc c'est là où vous devez être attentif, bien connaître votre marché, bien faire les recherches au préalable pour éviter les mauvaises surprises tout simplement, et acheter en deçà du montant des travaux. Comme je vous l'ai dit, un studio par exemple qui peut se vendre 100 000 € fini, vous devez l'acheter s'il y a 20 000 € de travaux, vous ne devez pas l'acheter 80 000, vous devez l'acheter 70, 65 000, 70 000 €. Deuxième avantage maintenant de faire des travaux, vous allez également pouvoir remettre le bien à votre goût. Donc si c'est pour de la résidence principale, vous allez pouvoir vous faire votre ameublement, vous faire votre rénovation qui vous correspond. Et si jamais c'est un bien que vous voulez revendre ou que vous voulez louer, que ce soit en courte durée ou en longue durée, alors attention parce que selon votre stratégie encore, l'ameublement va être un peu différent. Donc ça, c'est à vous aussi de faire votre étude préalable, ce travail justement de recherche et de compréhension de votre besoin et de votre situation pour établir une stratégie adéquate. Vous allez pouvoir tout simplement mettre le logement à votre goût ou optimiser grâce à vos travaux, les mises en location ou le prix de revente. Aujourd'hui, encore une fois, si vous faites une rénovation tout blanc, la cuisine premier prix, Leroy Merlin, forcément vous revendrez moins cher que si vous avez mis un petit peu plus d'investissement, que vous avez été chercher la petite touche de couleur, le petit carrelage effet marbre qui fait la différence. Si vous avez été chercher, je sais pas, par exemple la petite cuisine avec les jolies portes Ikea de couleurs brillantes qui vont pouvoir donner un peu de cachet à votre logement et engendrer un coup de cœur pour votre futur acquéreur ou vos futurs locataires. Donc faire des travaux aujourd'hui, ça peut aussi être un réel levier pour optimiser votre plus-value ou optimiser votre rentabilité à l'exploitation. Donc attention aussi, quand vous allez gérer des travaux, forcément ça rajoute une zone de friction, ça rajoute une étape supplémentaire pendant laquelle il peut y avoir des problèmes. Artisan qui vous plante, surprise que vous n'aviez pas prévu et qui vous demande un budget supplémentaire, délai des travaux trop long, plus long que ce que vous aviez pensé, donc peut-être le différé en face qui va rentrer en ligne de compte. Donc en fait, faire des travaux aujourd'hui, ça reste quand même une prise de risque. Donc comme je vous disais au tout début, vous acceptez cette prise de risque. Par contre, le vendeur
en contrepartie, doit accepter aussi de vous lâcher un peu plus de marge de négociation parce que de toute façon, vous savez très bien que s'il vous accepte pas cette marge de négociation, il y aura un autre investisseur qui lui fera les mêmes propositions que vous inquiétez pas. Et si jamais le bien part au prix pour quelqu'un qui, par exemple, n'est pas dans le milieu, veut pas faire un investissement, veut juste un petit projet patrimonial ou acheter sa résidence principale, ben, sans regret, sans rancune, vous trouverez un autre bien immobilier, c'est pas grave. Deuxième point important pour réussir à acheter en dessous du prix du marché, ça va être de rechercher les ventes urgentes. Alors là, encore une fois, c'est subtil parce que vous n'avez pas de vendeurs qui vont vous dire je vends, je suis pressé, c'est urgent. Alors sur Le Bon Coin, vous avez les petites pastilles ventes urgentes qui peuvent vous donner des indications, mais encore une fois, il y a beaucoup de motifs de vente qui ne sont pas exposés dans les annonces. Et c'est normal, parce qu'aujourd'hui, dire que je vends un bien immobilier, par exemple, parce que je suis endetté, ça reviendrait à marquer presque « allez-y, vous pouvez m'ouvrir en deux sur la négociation, je suis à la gorge, venez, ravagez-moi ». Donc forcément, ces raisons-là, vous ne les avez pas sur les annonces. Donc encore une fois, je le répète souvent sur mes vidéos, sur mes réseaux sociaux, mais allez faire des visites, allez sur le terrain. Et aujourd'hui, moi, en général, quand je vais sur le terrain, même pour des biens qui sur le papier ne paraissent pas très intéressants, ben, je discute toujours avec le propriétaire, avec l'agent immobilier, je demande pourquoi le propriétaire vend. Et des fois, on se rend compte voilà, des raisons qui motivent derrière. Par exemple, bon, moi, je suis en négociation sur un immeuble, les vendeurs sont un peu pressés parce que le papa doit partir en maison de retraite, que c'est la vente de cet immeuble qui va financer aussi la maison de retraite et puis d'autres choses aussi derrière. Enfin, il y a plein comme ça il y a plein de motifs qui peuvent pousser les vendeurs à accepter une grosse baisse de prix parce qu'ils vont être sous pression. Alors, on parle souvent de la règle des 4D, déménagement, divorce, dette et décès. Si jamais le vendeur vend pour un de ces 4 motifs, vous savez malheureusement pour lui qu'il est pressé par le temps et qu'il y a une pression, que ce soit financière, chronologique, qui pèse au-dessus de la tête du vendeur. Donc là, c'est là où vous pouvez en profiter, arriver et faire une grosse négociation. Donc voilà, essayez de rechercher les ventes urgentes, les propriétaires qui ont besoin de vendre rapidement, forcément avec eux, vous aurez plus de possibilités d'effectuer une grosse négociation. Vous avez aussi la possibilité d'appeler des agences immobilières, de leur demander si ils ont des clients qui ont des ventes qui doivent être faites rapidement. Alors, je vais vous le dire honnêtement, si vous ne connaissez personne dans cette agence immobilière, que vous n'avez aucun contact et que vous appelez juste pour poser cette question, on va vous dire non, on n'a rien et ils vont vous envoyer gentiment vous faire foutre. Maintenant, si vous avez des potes dans des agences immobilières, par exemple, n'hésitez pas à poser la question. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des agents immobiliers, des potes qui ont des agences, qui sont propriétaires d'agences, donc ils voient vraiment tous les projets qui rentrent, tous les produits qui rentrent, qui sont en mesure de m'alerter, de me dire tiens Mathéo, lui, il vend parce que il s'est passé ça. Là, je suis syndic de cette copro, le gars vend parce qu'il doit 10 000 € au syndic de charges de copro en retard. On est en train d'actionner une action en justice. Donc, il y a tout ce genre de petits éléments qui peuvent être utiles aussi et vous permettre de faire de bonnes affaires. Troisième point, ça va être de cibler les produits qui sont mal présentés. Aujourd'hui, je suis sidéré de voir à quel point les agents immobiliers, parfois les mauvais agents immobiliers, sont capables de mal présenter un bien. J'ai vu des immeubles, des appartements sortir dans des gros groupes, dans des gros groupes d'agences immobilières, mais présentés d'une manière où tu te dis mais comment c'est possible? Les photos ne donnent pas envie, le texte est incompréhensible, il y a des fautes d'orthographe, il n'y a aucun élément dans la description de l'annonce du style charge foncière, charge de copro, le état du logement. Il y a vraiment beaucoup de produits qui sont très mal présentés. Et pour tout vous dire aussi, l'immeuble sur lequel je suis en négociation actuellement, ça fait déjà un moment que je le voyais sortir en annonce. Je m'y étais pas intéressé parce que l'annonce était naze. On voyait rien, on se rendait pas du tout compte du potentiel du bâtiment. Alors oui, je sais qu'il y a des agents immobiliers qui ne veulent pas mettre des photos de la rue, du bâtiment pour pas qu'on puisse reconnaître, qu'on vienne essayer de gratter dans leur dos. Ils ont trop peur de perdre le mandat pour ça. Mais sans forcément mettre une grosse photo de la façade qui serait facilement reconnaissable, il y a moyen quand même de valoriser un petit peu plus que ça certains biens immobiliers. Et je vous dis, en vous faisant ce point, j'ai tout simplement en tête l'immeuble sur lequel je suis en négociation actuellement, qui a été négocié par 2 agences immobilières pendant des mois et des mois, et le propriétaire me disait apparemment qu'il y a eu très peu de visites. Moi, je suis tombé sur cet immeuble tout simplement avec un ami qui a une agence immobilière aussi, et qui m'a dit écoute, il y a ça, je connais le propriétaire, je l'ai pas en mandat, parce que je lui avais estimé
moins cher que les concurrents. Parce que ça se fait beaucoup aussi. Il y a des agents immobiliers qui arrivent, qui t'estiment le bien 100 000 euros plus cher que le concurrent pour signer le mandat et qui par contre derrière n'arrivent jamais à le vendre parce que c'est survalorisé tout simplement. Donc il m'a dit écoute, je connais le propriétaire, je lui ai fait l'estimation, il a pas signé le mandat avec moi parce qu'il trouvait que c'était pas cher, mais ça fait tout simplement maintenant quasiment 1 an que c'est à vendre et qu'il s'est rien passé. Il y a eu un gars qui a signé une offre, il m'avait donné le prix, il me dit ça n'a pas été au bout, il a pas eu son financement, donc toi tu peux arriver encore plus bas. Il me dit je pense que tu peux engager la négociation à ce prix-là. Et c'est ce qu'on a fait, et j'espère, je touche du bois, c'est pas encore fait, mais possiblement le prix auquel ça va passer. Donc encore une fois, vous voyez, c'est important de vous intéresser aussi aux biens qui, sur le papier, ne paraissent pas très intéressants, et d'aller visiter. Ça rejoint le deuxième point que je vous ai dit aussi. Pour trouver les ventes urgentes, trouver les propriétaires dans l'urgence, vous allez avoir besoin de vous déplacer, d'aller sur le terrain. Donc, in fine, le seul conseil presque à retenir de la vidéo, c'est d'aller sur le terrain et de visiter tout simplement. Quatrième point, ça va être de savoir négocier avec les vendeurs. Pour réussir à acheter en dessous du prix du marché, ça va majoritairement se passer dans la négociation avec le vendeur. Aujourd'hui, partez du principe qu'aucun bien immobilier ne sera sous-valorisé sur les sites d'annonces. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut vendre un studio, même si c'est un particulier, il va aller sur le Bon Coin, il va faire une recherche des prix similaires, enfin des appartements, des annonces avec des caractéristiques similaires, surface, taille, localisation, etc. Et il va s'aligner au prix du marché. Donc aucune annonce ne sera le jackpot du siècle. Ça, vous devez déjà vous le mettre en tête. Maintenant, la négociation, comme je vous l'ai dit, suivant si le propriétaire est dans l'urgence, s'il y a des travaux, vous allez pouvoir faire péter le prix vers le bas. Mais quand je vous dis péter le prix, c'est que moi aujourd'hui, sur des immeubles, l'immeuble par exemple où j'ai la surélévation, où j'ai fait la surélévation, c'est un immeuble où j'ai fait péter 30% du prix. D'autres négociations comme ça, alors forcément 30% du prix sur un bien à 500 000 euros, ça va être plus facile à faire passer que 30% du prix sur un bien à 100 000 euros. Mais maintenant, pareil, des studios qui étaient affichés 100 000, 105 000, 110 000 euros, en général, j'arrive à les acheter entre 75 et 82 000 euros. C'est aujourd'hui ma moyenne vraiment sur du studio à Toulouse d'une vingtaine de mètres carrés, avec travaux, tout à refaire, je les sors en général à 80 000 euros. Mais donc pour ce faire, c'est juste une grosse négociation avec le vendeur et vous devez encore une fois, pour bien négocier à mon sens, connaître le marché, connaître votre environnement, connaître le contexte économique aussi, tout simplement, parce qu'aujourd'hui je sais que à l'heure où je vous fais cette vidéo, les acheteurs, on est quand même dans une position de force parce qu'il y a peu de vendeurs, peu de personnes qui arrivent à obtenir leur financement. Dès qu'on monte sur des enveloppes de 200, 300, 400 000 euros, la concurrence se réduit drastiquement. Donc oui, c'est sûr que si aujourd'hui vous continuez d'acheter des appartements à 100 000 euros, vous allez être en concurrence avec forcément plus de monde. Mais c'est tout à fait possible de faire quand même une bonne affaire. Aujourd'hui, moi, les projets par exemple sur lesquels je me positionne à 500, enfin entre 400 et 700 000 euros, sont déjà des projets sur lesquels il y a beaucoup moins de concurrence, beaucoup moins de personnes qui ont les moyens d'aller chercher les crédits, d'aller se faire financer. Et quand vous passez sur des OP à plus d'1 million, je vous en parle même pas. Je pense qu'à Toulouse aujourd'hui, les OP à plus d'1 million, honnêtement, je pense qu'il y a les 10 investisseurs, 10 marchands de biens qui sont capables de se batailler un petit peu. Mais bon, pour peu qu'il y en ait 2 ou 3 qui soient déjà bloqués sur d'autres projets, 2 qui soient en vacances, allez, en vrai, tu te retrouves en concurrence avec 3 personnes. Donc pour peu qu'il y en ait un aussi qui n'ait pas vu le projet, qui n'ait pas eu le contact, qui l'ait appelé, tu peux vite te retrouver presque seul à négocier une opération. Donc encore une fois, identifier les éléments qui ont poussé le propriétaire à mettre en vente, est-ce qu'il est dans l'urgence, identifier les points forts du logement et les points faibles aussi, vous devez être capable de mettre en évidence les points faibles, il faut faire des travaux, la note énergétique n'est pas bonne, je vais devoir changer les menuiseries, les fenêtres pour récupérer une bonne note énergétique et pouvoir mettre en location, sauf que ça va coûter cher. Donc voilà, énumérez tout simplement vos points, et je pense que le secret d'une bonne négociation, c'est de ne pas avoir peur de la perdre. Pour gagner une négo, faut pas avoir peur de la perdre, et pour gagner une négo, faut être aussi capable d'exposer les choses clairement, sans arriver, faire le mec arrogant en disant ton bien c'est de la merde, moi je t'en donne tant, des boules ou des cacahuètes, et si t'es pas content, tu vas te faire foutre. Non, ça marche pas non plus. Encore une fois, une bonne négociation doit donner l'impression aux deux parties, vendeur, acquéreur, de faire une bonne affaire. Donc oui, des fois, moi j'ai des propriétaires qui acceptent de me baisser le prix, mais en contrepartie, ce que je leur offre, c'est une réactivité, un sérieux, et en général, alors ça m'est arrivé une fois de pas me faire suivre sur mes opérations, mais en général, quand je me positionne, j'ai déjà étudié le projet au préalable, j'ai déjà eu les rendez-vous qu'il fallait avec mes banquiers, étudié au niveau des coûts, est-ce que ça passe sur les taux d'endettement, est-ce que j'ai les apports, est-ce que j'ai tout ça, donc vraiment, j'offre, entre guillemets, de la sérénité au propriétaire qui me vend. Oui, il lâche du prix, mais en contrepartie, ça va aller vite, dans 3 mois, 4 mois maximum, il aura son argent. Je mets pas des conditions suspensives à rallonge.
En général, je mets pas de condition de permis de construire. J'achète des biens qui peuvent, même sans permis de construire, sans construction, sans surélévation, être rentables quand même. Et comme ça me permet encore une fois d'alléger au maximum les compromis de vente et de donner l'impression au vendeur tout simplement qui fait une bonne affaire aussi à travailler avec moi. Cinquième petit point, bonus, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais ça va être aussi de participer aux ventes aux enchères. Vous avez les ventes judiciaires et les ventes notariales. Donc une vente judiciaire par exemple, c'est souvent quand il y a une saisie, par exemple dans une entreprise ou chez un patron qui est endetté, qu'on vient saisir, chercher sur ses biens personnels. Il y a souvent des appartements, des locaux commerciaux qui vont être en vente sur les sites aux enchères. Et vous avez également les enchères notariales, donc là qui correspondent davantage à des successions. Par exemple, aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui décède et qu'on ne retrouve pas ses successeurs, ça arrive souvent parce qu'ils sont à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète et qu'ils s'en foutent, les biens sont mis aux enchères, sont mis à la vente aux enchères. Donc là, encore une fois, vous pouvez vous positionner, mais c'est assez spécifique aujourd'hui pour se positionner sur une vente aux enchères. Alors, il y a un site enchères publiques, par exemple, sur lequel vous pouvez voir les futures ventes aux enchères. Vous devez vous faire représenter par un avocat. Moi, je suis allé voir plusieurs fois des ventes aux enchères juste parce que ça m'intéressait, pour voir aussi à quel prix ça s'adjugeait. Mais je me suis fait représenter une seule fois parce qu'il y avait un bien qui m'intéressait vraiment. Donc il faut passer par un avocat en droit de l'immobilier qui va monter le dossier tout simplement et qui va vous représenter. Maintenant attention, parce que si vous gagnez une vente aux enchères, forcément vous avez très peu de délai. Je crois que derrière c'est 1 semaine pour déposer les sous sur le compte tout simplement du tribunal qui fait la vente aux enchères, pour devenir propriétaire. Donc vous devez payer l'avocat pour vous représenter. Alors c'était pas énorme, je crois que ça m'avait coûté 400 €, mais vous avez aucune garantie de gagner. Donc tout simplement, vous pouvez peut-être jeter 400 € par la fenêtre, et si jamais vous gagnez l'enchère, attention, il faut être capable de décoffrer le montant directement pour acheter le bien immobilier. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est spécifique, je vais pas plus m'attarder que ça sur ce point-là, mais ça peut être intéressant si aujourd'hui vous commencez à avoir pas mal d'argent de côté que vous pouvez acheter comptant, ça peut être intéressant aussi de s'intéresser aux ventes aux enchères. Voilà, déjà, avec tous ces points-là, je pense que vous avez ce qu'il faut, vous avez les premières clés, les premières bases pour réussir à négocier un bien en dessous du prix du marché. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la vérité, c'est d'aller sur le terrain. Vous allez sur le terrain, vous visitez, vous faites un peu de social avec le propriétaire, vous lui montrez que vous vous intéressez à son bien, que vous n'êtes pas là pour l'arracher sans respect, mais que vous êtes là tout simplement pour faire du business. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'une négociation reste une relation humaine, donc bien que ferme, moi je pense que je reste toujours assez froid, assez stoïque, mais quand même agréable, dans le sens où je vais pas être je vais pas ne pas discuter, je vais pas arriver avec mes gros sabots arrogants, non, j'arrive stoïque, je sais ce que je veux, je sais les critères qu'il faut que je respecte. Voilà, encore une fois, je les connais, je les garde en tête et je le dis au propriétaire tout simplement. Écoutez, moi votre bien m'intéresse, c'est un joli produit. Honnêtement, le prix auquel il faut que j'achète, c'est même pas moi qui vais le dire, c'est mon Excel, c'est mon prévisionnel. Donc je vais me poser cet après-midi, je vais rentrer, je vais faire ce travail d'analyse et je vous fais un retour rapidement. Et le retour rapide, ils l'ont en général. Moins de 24 heures après, je les rappelle, je leur envoie une offre et on engage la négociation. Donc après, il peut y avoir des allers-retours, une contre-offre, une contre-proposition, et moi derrière, on réajuste un petit peu. Donc encore une fois, quand je commence ma négo, je sais que j'ai encore une petite marge de progression parce que je m'attends toujours à avoir 1 ou 2 allers-retours. Voilà, mais globalement, aujourd'hui, pour réussir à gagner une négociation, il faut négocier. Et ça paraît con, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas aller visiter, qui n'osent pas envoyer des offres, mais pourtant, faites-le. Vous verrez que c'est pas si terrible, même si le propriétaire vous dit « bah non, ça ne va pas », c'est pas grave. Vous avez perdu une demi-heure, vous avez été visité, vous avez rencontré quelqu'un, et peut-être que par la suite, ça pourra être utile. Moi, il y a des propriétaires que j'ai rencontrés il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, à qui j'ai encore jamais acheté de bien immobilier. Et il y en a un, par exemple, je me souviens, c'était un gars que j'avais rencontré sur ma 2e visite immobilière, à qui j'ai acheté un appartement plus de 3 ans après. Il avait un autre appartement qu'il a mis en vente, il m'a vu revenir, il m'a dit « ah putain, mais c'est vous que j'avais vu il y a 3 ans ?» Je lui dis « ouais, mais il me dit « vous en êtes où ?» Je lui dis « bah en 3 ans j'ai acheté ça. » Il m'a dit « putain, bravo » et in fine, on a trouvé un accord pour ce bien immobilier. Donc allez sur le terrain, ce sera jamais du temps perdu. Comme précisé en début de vidéo, dans la description, vous avez un lien vers une formation 100% offerte de 2 heures dans laquelle je vous montre sur mes écrans comment trouver une bonne affaire, comment se la faire financer et ensuite comment passer de 1 à 10 biens immobiliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, ça soutient la chaîne dans son développement. Ça me pousse à faire des vidéos de plus en plus qualitatives et de plus en plus travaillées. C'était Mathéo. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine. Ciao, ciao.